mon approche est réflexive et critique. Et donc, elle consistera beaucoup plus à identifier des problèmes qu'à finalement les résoudre à proprement parler. Le but étant, une fois ces problèmes soulevés, de pouvoir en discuter ensemble et éventuellement chercher ensemble des solutions. Lors de cette première séance, nous n'allons pas évoquer directement le télétravail, mais plus simplement, plus globalement, l'ensemble des mutations qui concernent le travail depuis une quarantaine d'années. Et je vous propose donc d'évoquer les trois principales modalités de travail qui sont les nôtres aujourd'hui en ce début du XXIe siècle et qui sont l'individualisation du travail, ça va être mon premier point, l'individualisation du travail qui aboutit à ce qu'on pourrait appeler une atomisation des travailleurs et de la société. La deuxième grande modalité va concerner les nouvelles dualisations du travail. Donc c'est là que j'aborderai la question de la nomadisation, mais aussi la question très importante à l'heure actuelle du développement de la sous-traitance et qui provoque de nouvelles inégalités au travail. Et enfin, la troisième grande modalité, ce que j'appelle l'extension de la tâcheronisation au travail et qui est, selon moi, un élément qui provoque une dangereuse déresponsabilisation des travailleurs. L'individualisation des rapports sociaux est un mouvement qui dépasse évidemment largement le cadre du travail et que l'on peut faire remonter en fait à l'époque moderne où la liberté individuelle, la liberté de n'être soumis qu'aux lois, la liberté de dire son opinion, de choisir son métier, de disposer de sa propriété. Donc, moment où cette liberté individuelle a pris le pas sur ce qu'on pourrait appeler la liberté des anciens, hein, celle des Grecs et des Romains, qui était une liberté politique, exercée collectivement et directement, celle en fait du citoyen libre d'Athènes, si vous voulez. Bien, voilà donc longtemps, en fait plus de 200 ans, que chacun de nous se pense comme un individu dissocié du reste de la société. Aucun de nous ne se sent appartenir à un maître comme le cerf pouvait se sentir appartenir à son seigneur ou bien même à sa famille ou à sa corporation. Nous sommes des individus libres, libres d'exercer notre conscience, de gagner notre vie comme nous l'entendons, de jouir de nos biens et de nos mouvements, évidemment, enfin, quand l'épidémie de Covid nous le permet. Et nous sommes donc ces individus séparés, dissociés, bien avant d'appartenir à un collectif, hein, qu'on l'appelle la nation, la patrie, la société, la famille, etc. Mais ce qui est plus récent, et c'est un point vraiment qui me semble important pour comprendre le travail aujourd'hui, c'est que ce primat de l'individuel sur le collectif se constate désormais aussi dans les lieux jusqu'alors dédiés à ce qu'on peut appeler l'agir en commun, que sont les lieux de travail. Donc les entreprises, les usines, les bureaux, mais aussi les hôpitaux, par exemple. Ce phénomène d'individualisation, d'ailleurs, touche d'autres lieux de l'agir en commun, hein, comme les écoles ou les universités. Mais évidemment, je ne m'étends pas là-dessus. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la question du travail. Et dans les entreprises, il se trouve que ce phénomène d'individualisation des rapports au travail résulte d'une volonté managériale très claire qui a été identifiée par de nombreux sociologues, historiens, je pense notamment à Grégoire Chamaillou, qui a publié, par exemple, en 2019, un livre très important qui s'appelle La société ingouvernable et dans lequel il mène un travail de recherche extrêmement pointu sur l'ensemble de la littérature managériale américaine depuis les années 70 jusqu'à nos jours. Mais aussi, je pense au travail de Danielle Linhart, sociologue française, qui a publié notamment Travailler sans les autres en 2009, mais aussi La comédie humaine du travail en 2015. Eh bien, tous ces chercheurs, tous ces sociologues ont montré que depuis les années 80, avait eu lieu dans les entreprises évidemment du monde capitaliste néolibéral, hein, qui est le nôtre aujourd'hui, la décision consciente et la mise en œuvre de stratégies volontaires pour individualiser les rapports au travail. Pourquoi cette décision? Pourquoi cette stratégie? Eh bien, d'abord, pour briser les collectifs qui, dans les années 70, souvenez-vous,
avait mis les salariés en position non pas, alors oui, si, en position de force dans les entreprises. Les rapports de force dans les années 70 entre les salariés, les syndicats et le patronat étaient bien plus à l'avantage des salariés et des syndicats. C'est pour ça d'ailleurs que les années 50, 60 et jusqu'au milieu des années 70 ont été des années de gains au niveau je dirais des actions sociales. Eh bien, ces rapports de force, il a fallu à un moment donné, et la logique managériale a joué dans ce sens, il a fallu les casser. Et donc cela est passé en partie par cette volonté d'individualiser les rapports au travail. Mais il y avait également derrière cela une idéologie qui est propre à ce que l'on peut appeler le néo-management, qui est ce nouveau mode de management qui est toujours, je veux dire, qui est toujours à l'œuvre à l'heure actuelle et qui correspond évidemment, qui est le bras armé de notre forme contemporaine de capitalisme que l'on peut appeler le néolibéralisme. Eh bien, ce néo-management a pour impératif et pour valeur, notamment, les notions d'indépendance, d'autonomie, d'adaptation et de mise en concurrence individuelle. Je pense que ces termes-là ne vous surprennent pas beaucoup. Ce sont des termes qu'on entend beaucoup dans les entreprises, dans les organisations, mais aussi d'ailleurs dans les organismes publics. Donc indépendance, autonomie, adaptation, concurrence individuelle. Comment ça se traduit concrètement, ce phénomène d'individualisation dans le travail? Eh bien d'abord, des exemples tout simples, hein, mais la généralisation des négociations individuelles de salaire, qui autrefois faisaient l'objet de négociations collectives et qui désormais sont de plus en plus des négociations donc individuelles. La mise en concurrence des travailleurs, non seulement au plan mondial, bien sûr c'est ça qu'on appelle la mondialisation, mais aussi à l'intérieur même des entreprises. Je pense notamment pour la question des cadres, vous savez, à ce système qui, dans certaines entreprises, on appelle ça identifier les talents, les people to watch, à qui on dessine des carrières particulières en les engageant à se distinguer de leurs collègues. La personnalisation des carrières, la personnalisation des relations hiérarchiques, où aujourd'hui, de plus en plus, cela se généralise, on a des points annuels en tête-à-tête avec son supérieur hiérarchique. Et également, alors ça c'est plus large, la disparition progressive de la représentation collective au profit d'un rapport direct, individualisé entre l'employé et l'employeur. Pourquoi j'ai pris le temps de développer ce sujet sur l'individualisation des rapports au travail? Eh bien parce que c'est sur cette base, sur la base de cette individualisation, et parce que les valeurs d'indépendance, d'autonomie, d'adaptation, de mise en concurrence des travailleurs se sont imposées auprès des travailleurs eux-mêmes, hein, qui ont totalement intégré ces impératifs, qu'a pu avoir lieu un autre phénomène caractéristique du travail au XXIe siècle, et qui est l'essor du travail dit indépendant. Alors, le travail indépendant, c'est quoi? Eh bien, ça concerne évidemment la forme de travail pratiquée depuis bien longtemps par les professions libérales, hein, les médecins, les avocats, les notaires, etc. Mais ce qui est nouveau depuis quelques dizaines d'années, c'est que à ces professions libérales s'ajoutent aujourd'hui des travailleurs de tout type de professions, professions intellectuelles comme les créatifs en agence, qui s'établissent en freelance, les consultants, les experts, mais également des professions qui ne concernent pas des métiers intellectuels, comme les professions de chauffeur, de livreur, tout ce qui concerne les services à la personne, et qui s'établissent aujourd'hui en travailleurs dits indépendants. Pour vous donner quelques chiffres, mais j'imagine que vous aurez des chiffres européens qui seront peut-être plus parlants. Moi, j'ai des chiffres qui concernent la France. En tout cas, en 2016, en France, il y avait plus de 3 millions d'indépendants, et c'est un phénomène qui a été fortement encouragé par la création, vous savez, du statut d'auto-entrepreneur. Et on comptait déjà en 2016 1 million d'auto-entrepreneurs, et cela n'a fait qu'augmenter depuis 4 ans. Alors, ce travail indépendant, construit sur ce socle d'individualisation des rapports du travail, est évidemment porté par le modèle économique de ce qu'on appelle les plateformes digitales. Vous savez, ces pure players du digital comme Uber ou Deliveroo,
qui contribue évidemment à rendre attractif ce mode de vie voilà, qui est considéré comme cool et sexy et qui encourage l'idée que être son propre patron, être autonome dans l'organisation de son travail et de sa journée, eh bien, c'est une sorte de panacée pour le travailleur. Nous savons tous évidemment que dans la réalité, les choses sont plus contrastées. Mais il est important de savoir que voilà, ce sont ces valeurs, ce sont ces aspirations qui aujourd'hui touchent le plus sans doute les jeunes et qui sont aujourd'hui, on peut le dire, hégémoniques dans la société. Alors, quel problème cette individualisation du travail et l'essor du travail indépendant pose-t-il? Moi, j'en identifie au moins deux principaux. Le premier, c'est qu'avec le travail indépendant, on a quand même la remise en cause du statut de salarié, la remise en cause du salariat, sur lequel repose quand même le modèle de protection sociale en France et dans beaucoup de pays européens. Donc, il y a une question, ça ne veut pas dire que cette question ne doit pas être adressée. Il est évident qu'il y a un rejet du salariat pour de plus en plus de travailleurs à l'heure actuelle. Mais dans ce cas, quel avenir pour les entreprises et la protection sociale? Comment réorganiser les cotisations sociales, par exemple? Et puis, est-ce qu'on ne va pas vers un droit du travail à deux ou à plusieurs vitesses? Autrement dit, comment encadrer ces relations de travail au niveau national, au niveau européen? Ce sont des questions évidemment qui doivent vous être extrêmement familières et on sait très bien que les plateformes profitent pour l'instant d'un flou artistique pour justement utiliser le travail de travailleurs d'employés qui ne disent pas leur nom ceci en contournant voilà, la législation en vigueur dans les pays où ils sont implantés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est un point alors, qui dépasse la question du travail, qui est un point, à mon avis, plus politique, au sens large du terme, c'est que finalement, avec cette individualisation du travail, est en train de disparaître l'une des fonctions essentielles du travail, qui était de contribuer à faire société. Faire société autour d'un projet d'entreprise, mais aussi au travers d'actions et de solidarité collective, et pourquoi pas d'ailleurs de luttes collectives. Les luttes collectives organisées sur un lieu de travail, à l'usine, les grèves, etc., contribuaient jusqu'à présent à fabriquer du lien social. Si cela disparaît, alors disparaît, encore une fois, l'un des lieux essentiels par lequel les individus pouvaient se sentir appartenir à un groupe plus large. Donc, si même au travail, c'est chacun pour soi, et évidemment, au cours de la prochaine séance, nous allons devoir nous interroger sur la fonction du télétravail là-dedans, parce que le télétravail risque de renforcer cette atomisation, cet éclatement des travailleurs. Eh bien, comment éviter l'éclatement de la société, sa déliaison, l'atomisation sociale, qui sont aujourd'hui, et ça ne vous a certainement pas échappé, constatées par la plupart des sociologues, philosophes, politiques un peu partout dans le monde, et qui se traduisent par l'essor du communautarisme, la montée des populismes, par exemple, dans les démocraties libérales. Encore une fois, le but de cette première séance n'est pas de répondre à ces questions, mais de les poser. En voilà deux, me semble-t-il, assez importantes. Et je vous propose maintenant de passer à la deuxième grande modalité du travail au XXIe siècle, qui est ce que j'appelle l'apparition de dualisation, de nouvelles dualisations qui produisent de nouvelles inégalités au travail. Alors, la première dualisation que je vous propose d'évoquer, eh bien, c'est celle qui sépare ceux qui possèdent un bureau fixe de ceux qui n'en ont pas. Vous allez voir que ce sujet n'est pas si anecdotique que ça et qu'il soulève des questions sur le rapport au travail qui sont assez profondes. De quoi s'agit-il? Eh bien, le paradoxe à l'heure actuelle, c'est qu'au moment où les rapports de travail s'individualisent, on assiste à la disparition, ou en tout cas à la raréfaction, dans les entreprises, de ce qu'on peut appeler des bureaux à soi.
bureaux à soi qui sont remplacés. Alors ça fait encore une fois, hein, c'est un mouvement qui remonte à quelques décennies, remplacés par les open space ou par leur version encore plus contemporaine, les flex office. Alors c'est quoi un open space? Je me permets de revenir sur la définition, même si j'imagine que chacun de vous en fait l'expérience, en faisait l'expérience avant l'épidémie. L'open space, c'est ce plateau ouvert hein, où les espaces de travail et où les bureaux ne sont plus séparés par des cloisons. Le flex office étant exactement la même chose, mais sans mobilier fixe. Vous savez, dans un flex office, on arrive le matin dans son entreprise et on ne sait pas à quel endroit on va brancher son ordinateur, s'installer. Ça va dépendre de la place qui est libre. Tout cela est présenté comme favorisant le travail collectif, renforçant la créativité, permettant d'hybrider les compétences. Enfin voilà, on a tout ce discours néo-managérial qui a entouré voilà, ces évolutions. Le flex office, juste pour information, concernait en 2017 6% des travailleurs français. J'imagine que c'était un chiffre qui était peut-être un peu plus élevé pour ce qui concerne voilà, la Grande-Bretagne, sans doute l'Allemagne. J'ai pas eu le temps de trouver les chiffres pour l'Europe, ça doit être autour de 10% sans doute. Bien évidemment, la pandémie va questionner hein, ce type de bureau et tant mieux, c'est l'occasion pour nous de réfléchir à la façon dont ils vont pouvoir évoluer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que au-delà des discours qui consistaient, voilà, encore une fois, à insister sur le fait qu'ils favoriseraient les échanges et la créativité, ce qu'on a constaté et ce dont vous avez peut-être fait l'expérience, c'est que dans un open space ou dans un flex office, on devient un nomade du travail. Hein, c'est cela que j'adresse quand j'évoque la question de la nomadisation du travail. Je vous renvoie à un article du Monde, un très court article vraiment passionnant qui a été publié le 14 mars 2019 et signé de Nicolas Santolaria, qui s'appelle Le nouveau salarié, un Touareg du tertiaire en perpétuelle transhumance. Déjà, le titre est assez magnifique et je trouve que l'article raconte bien ce renversement qui fait que dans un open space et a fortiori dans un flex office, plutôt que des lieux collectifs, finalement, le travailleur se retrouve dans un lieu où il est seul avec les autres et où les autres sont même d'ailleurs des nuisances qui l'obligent à constamment chercher des lieux calmes, des salles de réunion pour pouvoir se concentrer. Voilà. Tout cela, c'était le contexte hein, dans lequel finalement a surgi le télétravail au moment de la pandémie. Cette frustration hein, que pouvait générer le travail en open space et en flex office et cette inégalité entre ceux qui avaient un bon bureau pour se concentrer et puis ceux qui étaient au milieu voilà, de leurs collègues et qui avaient peut-être plus de mal à le faire, ce contexte explique sans doute, à mon avis, le succès qu'a rencontré le télétravail, en tout cas au début, lorsqu'il a surgi dans la vie des travailleurs. Les choses n'allait pas si bien que ça et le confort du travail n'était pas satisfaisant et c'est sans doute pour ça qu'il a été bon de se retrouver chez soi pour télétravailler. Mais nous y reviendrons lors de la prochaine séance. La deuxième dualisation que je voudrais évoquer est plus structurelle. Il s'agit de l'essor de la sous-traitance. Alors, de quoi s'agit-il? Là aussi, je me réfère à un travail très intéressant, une lecture que je vous conseille, un livre de Nick Schriek qui s'appelle Capitalisme de plateforme, publié en 2018, et qui évoque le fait que dès les années 80, la quête d'une plus grande rentabilité a conduit les entreprises à externaliser une part grandissante de tâches qui étaient considérées comme n'appartenant pas à leur cœur d'activité, en fait, n'étant pas rentables. Hein. Concrètement, ces tâches, c'est quoi? Eh bien, c'est tout ce qui concerne le nettoyage des bureaux, tout ce qui concerne la gestion des flottes de véhicules, les installations informatiques, la conciergerie, les services généraux, mais aussi toutes ces tâches qui consistent en fait à réparer les dégâts provoqués par les entreprises. Je pense par exemple au nettoyage de rivières pour une entreprise qui serait polluante.
nettoyage qui est confié à des associations locales plutôt qu'à l'entreprise elle-même. Le problème, c'est que cette délégation du travail à faible valeur ajoutée fait émerger une catégorie de sous-travailleurs. Les agents d'entretien, qui sont très souvent des agentes, souvent racisées, parfois sans papier, parfois sans droit, mais aussi les personnels informatiques, les responsables des services généraux, les hôtesses d'accueil, certains personnels hospitaliers ou d'EHPAD qui sont de plus en plus employés par des entreprises sous-traitantes, ou encore les agents communaux ou les bénévoles d'associations qui, eux, ne sont carrément pas payés. Tous ces travailleurs, finalement, ce sont ceux que nous avons appelés, en France en tout cas, et je pense que l'expression a trouvé d'autres formulations dans l'ensemble des pays européens, les premières lignes. Vous savez, au moment du premier confinement, on s'est mis à applaudir à 20h le soir, les premières lignes, qui sont ces gens qui ont en charge, en fait, la vie même. Nettoyer, soigner, ranger, réparer. Donc, autant de tâches qui sont essentielles à la vie, mais qui, effectivement, ne sont pas rentables. Eh bien, la plupart du temps, ces gens-là, donc employés par des entreprises sous-traitantes, sont mal payés. Pourquoi? Parce que les entreprises sous-traitantes elles-mêmes sont mises en concurrence par les entreprises qui les font travailler et évidemment répercutent sur le salaire de leurs employés les efforts commerciaux qu'ils sont obligés de faire pour être sélectionnés pour nettoyer des bureaux ou gérer une flotte informatique. Ils sont très souvent aussi invisibilisés parce qu'ils travaillent à des horaires dans la journée très tôt le matin, tard le soir pour pas déranger les autres travailleurs qui, eux, exercent des activités profitables. Et ils sont souvent peu reconnus, parfois méprisés et parfois n'ont même pas de droit. À tel point d'ailleurs qu'ils travaillent dans des conditions qui les rapprochent de cette catégorie de travail identifiée par l'Organisation internationale du travail et qui est le travail dit non décent. Comme si dans nos sociétés occidentales, dans nos sociétés où le droit du travail est quand même extrêmement réglementé, existait quand même une poche de travail, un sous-travail, un travail non décent qu'on laissait se généraliser suite, encore une fois, à l'effet de cette sous-traitance. Alors, l'existence de cette économie périphérique à faible valeur ajoutée, de ce sous-travail, instaure évidemment de nouvelles inégalités qui sont absolument inacceptables pour nos sociétés. Comment y remédier? Eh bien, ça fait partie des questions que j'espère nous aurons l'occasion d'évoquer ensemble, soit à la fin de cette première séance lors de la discussion, soit au cours d'ailleurs des séances prochaines. Mais nous n'en sommes pas là et je vous propose d'aborder la troisième grande modalité de travail au XXIe siècle que j'identifie et qui est l'extension de la tâcheronisation du travail qui aboutit à une déresponsabilisation des travailleurs. Alors, que veut dire tâcheronisation? La tâcheronisation, c'est une dégradation du travailleur qui s'opère quand il travaille à la tâche. Autrement dit, lorsqu'il effectue des missions fragmentées, ultra contrôlées, sur un temps court et sans vision d'ensemble sur ce qu'il produit. Alors, c'est évidemment la condition de travail des ouvriers pendant la majeure partie du XXe siècle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que désormais, elle s'étend à de plus en plus de métiers et de plus en plus de fonctions dans l'entreprise, y compris comment dire, aux fonctions d'employés et même à des cadres, à qui le néo-management fait exécuter des missions qui sont pensées, décomposées, planifiées par d'autres. Alors d'autres, ça peut être un manager, mais aussi de plus en plus un algorithme. Et oui, c'est bien le cas d'un chauffeur Uber, par exemple, à qui son application dans sa voiture lui dit à quel endroit il doit se rendre pour trouver son client, non seulement à quel endroit il doit se rendre, mais comment il doit s'y rendre pour éviter les bouchons. Il n'a même plus besoin de réfléchir au trajet qu'il va accomplir. Donc, comment il doit s'y rendre, application qui va contrôler son travail, qui va demander à ses clients de le noter. Enfin bon, vous voyez bien que le chauffeur Uber est un tâcheron dans la mesure où il exécute une série de micro-tâches qui lui sont dictées par un programme informatique. Donc, ce travail à la tâche,
est avec le travail indépendant l'autre modalité de travail, évidemment, sur laquelle repose le capitalisme de plateforme, qui est donc cette nouvelle modalité de capitalisme qui est en train d'émerger. Là encore, les plateformes ne l'ont pas inventé, c'est-à-dire le travail digital a finalement seulement radicalisé une forme de travail, donc fragmenté, discontinu, commandé numériquement, et c'est là que c'est toujours un petit peu ambigu, hein, vraiment. Je dirais l'intervention des plateformes dans nos vies professionnelles, c'est que ils le font passer pour une innovation, pour quelque chose finalement de sympathique et de cool dans les esprits, y compris dans les esprits des travailleurs, parce que quand on regarde les études qui sont faites, notamment sur les chauffeurs Uber ou les livreurs Deliveroo, ils n'ont absolument pas, pour la plupart, l'impression de subir cette tâcheronisation. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais là, vous décrivez un phénomène qui ne concerne que les travailleurs des applis. Non, parce que quand on regarde là aussi, et je me réfère à une étude menée par Daniel Linhart, par exemple, sur les employés de Pôle emploi, une employée de Pôle emploi se voit aujourd'hui dicter un protocole d'entretien pour gérer sa relation avec le demandeur d'emploi. Autrement dit, elle a sur son ordinateur un protocole extrêmement codifié et elle doit suivre pas à pas toutes les directives qui lui sont données par son protocole. L'entretien n'est plus libre. Autrefois, il l'était. Un agent marketing, par exemple, eh bien, doit suivre les étapes d'un formulaire pour répondre à une demande client. J'imagine que vous en avez fait l'expérience quand vous appelez Orange ou Netflix parce que vous avez des problèmes avec l'utilisation de ces outils, eh bien, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose d'extrêmement formaté en face de vous. On se demande même si c'est pas une machine qui vous parle. Voilà. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que cette tâcheronisation du travail n'est pas, à mon avis, anecdotique et s'inscrit au contraire dans une logique beaucoup plus large, qui est celle qu'on peut appeler la logique du calcul, ou que Alain Suppiot nomme la gouvernance par les nombres. Vous savez, et cette logique conduit en fait à quantifier les missions, à les découper, à les programmer et à déposséder les travailleurs de la responsabilité de ce qu'ils font. C'est bien ça le problème, c'est que cette logique déresponsabilisante, finalement, dégrade l'intérêt du travail, puisqu'il y a une perte de créativité, d'expression de savoir-faire singulier, la notion d'improvisation dans le travail disparaît progressivement, et elle peut conduire aussi à une perte de jugement sur ce que l'on fait, puisque la principale qualité qui est demandée à un travailleur tâcheronisé, c'est de s'adapter, pas d'avoir un avis critique sur la tâche qu'on lui demande d'exécuter. Alors, est-ce que le télétravail, pourra nous aider à remédier à cela? Eh bien, là aussi, c'est une autre question à laquelle, j'espère, nous pourrons essayer de penser, si ce n'est répondre, lors de la prochaine séance. J'en arrive donc à ma conclusion. Je me rends bien compte que j'ai dressé un tableau très sombre des modalités contemporaines de travail. Mais ce tableau très sombre, un petit peu comme, vous savez, les tableaux de Pierre Soulages, a peut-être pour objectif aussi de faire ressortir un peu de lumière, nous aider en tout cas à essayer de la chercher, puisque la question maintenant qu'on va pouvoir se poser ensemble, c'est comment lutter contre ce néo-travail qui renforce l'atomisation sociale en individualisant à outrance les rapports de travail, ce néo-travail qui renforce les inégalités de travail en fabriquant de nouvelles dualisations et qui fait triompher une logique du calcul qui appauvrit finalement l'intérêt du travail et déresponsabilise les travailleurs. Alors, est-ce qu'un autre travail est possible? Eh bien, avant de voir la semaine prochaine si le télétravail peut nous aider à répondre à ces questions, eh bien, je vous laisse réagir et peut-être critiquer ce travail. Merci. Merci Fanny Lederna. Juste un écho par rapport à ce que vous venez de dire, parce qu'on pourrait penser que nous sommes loin dans la fonction publique européenne des évolutions que vous soulignez. En fait, avec peut-être un temps de retard, et parce qu'on a une fonction publique, nous suivons cela. Je voudrais prendre un certain nombre d'exemples. S'agissant de l'individualisation du travail, par exemple, si je prends deux agences de régulation, qui est celle de Alicante pour la propriété intellectuelle et EIPO, où il y a 2500
travailleurs individuels, experts avec des contrats individuels par rapport à 800 finalement travailleurs qui sont sous le statut, qu'il s'agisse des agents contractuels temporaires ou des fonctionnaires, que ce soit l'agence Fusion for Energy à Barcelone, où dans le dernier dialogue social, nous avons souligné, pour le déplorer, le rapport qui existait entre les travailleurs sous statut et qu'ils étaient à peu près 500, 450 et les travailleurs hors statut, des experts individuels, où les collègues soulignaient le risque de déperdition de savoir-faire en interne d'un certain nombre d'éléments du métier. En ce qui concerne, par exemple, les professeurs de langue, au siècle dernier, nous avons des professeurs de langue qui étaient internalisés, pouvant développer une formation qui comprenait en charge notre pratique linguistique, qui n'est pas une pratique linguistique in abstracto, qui est quelque chose qui est adapté à notre métier. Eh bien, maintenant, c'est des travailleurs individuels qui sont exploités parce que, par exemple, ils sont payés 25 euros de l'heure avec la sécurité sociale, le temps de préparation, et que lorsque leur enfant tombe malade, soit ils trouvent un autre travailleur pour les remplacer, soit la firme qui les sous-traite leur demande non seulement de rembourser les 25 euros, mais aussi le profit que cette firme fait sur leur dos, qui est souvent de 50 euros qu'ils facturent par rapport à 25 euros qui sont passés. Et s'agissant de la dualisation du travail, évidemment, nous avons par exemple un accroissement extraordinaire des contrats de contractuels, qu'ils soient à durée déterminée ou indéterminée, n'est-ce pas? Et avec une grande précarité, nous avons la création d'offices où il y a une tâcheréonisation des tâches, comme par exemple dans les agences d'exécution, qui dorénavant vont être de l'ordre de 3000, des gens dont l'évolution salariale est beaucoup plus faible que celle de nous autres fonctionnaires, eh bien, se fonde sur une pratique professionnelle très segmentée avec 20 points de checklist, etc. Autrement dit, ce processus, finalement, sans parler de la sous-traitance, évidemment, pas simplement pour le nettoyage ou les cantines, qui avant étaient internalisées avec une meilleure satisfaction pour le personnel. Soit dit en passant, pour le Berlemont, la cantine est internalisée. Eh bien, sans parler des cantines ou du helpdesk, où il s'agit des travailleurs qui sont indépendants, qui travaillent à 30 dans une pièce où chez nous, il y a 2 ou 3 collègues. Et je me rappelle, dans le bâtiment de loi 51, il y avait, par exemple, tout un étage qui était les travailleurs individuels et qui s'occupaient, disons, de services informatiques de la DGRTD, avec une toilette pour 100 personnes, femmes, hommes compris. Donc voilà, tout ça est à l'œuvre de nos jours, et comme la remise effectivement du statut et des conditions de travail. Alors sans noircir le tableau, parce que nous sommes effectivement, que ce soit des contractuels ou des externes, par exemple informatiques, nous sommes quand même avantagés par rapport au reste de la société, mais il faut être conscient que nous subissons même avec un temps de retard les mêmes évolutions. Alors je voudrais dire une chose qui renvoie à la réforme de 2004. La réforme de 2004 qui avait pour fonction principale finalement de mettre au pas d'une certaine façon une fonction publique de mission qui était celle de la Commission européenne, des collègues qui avaient une liberté de parole, etc. Et donc, toutes les choses qu'on a mis en place depuis lors, consistant en la rotation obligatoire, consistant le fait que le directeur, la hiérarchie, finalement tournait, qui aboutissait à une fait de perte de savoir-faire. Nous avions des gens, par exemple, lorsqu'on parlait de Bangasson, qui était le directeur général budget, quand il allait au Parlement, tout le monde tremblait devant lui parce qu'il connaissait son sujet, lui. Je ne dis pas que ceux qui ont succédé ne connaissent pas le sujet. Je ne dis pas non plus que des mobilités ne sont pas nécessaires, mais il y a toute une série d'évolutions qui ont été mises en œuvre qui
qui tendait à déposséder des fonctionnaires, disons, d'un savoir-faire qui faisait la gloire de l'institution à l'extérieur, comme ça s'est passé au niveau de la recherche. Alors voilà un peu le contexte, tout ça pour dire que Fanny, à partir d'une autre expérience, avec un autre background, parle des choses qui, avec un temps de retard, sont aussi à l'œuvre chez nous. Et peut-être que l'extension du télétravail, de l'individualisation qui va entraîner, c'est des choses qui vont accentuer.